À l'été 2015, les enquêteurs de Dallas ont enfin ciblé une personne qu'ils cherchaient à mettre derrière les barreaux depuis des mois. Christopher Dunch, un ancien neurochirurgien dont la licence médicale venait d'être révoquée, ne semblait pas être un tueur de sang-froid. Mais dans un email qu'il avait écrit en 2011, il se décrivait exactement comme cela. En l'espace de seulement 2 ans, Dunch avait gravement blessé et mutilé 33 de ses 38 patients, laissant beaucoup d'entre eux paralysés et confinés à un fauteuil roulant. Il a également tué 2 autres patients. Ces crimes lui ont valu le surnom de Docteur la Mort et une place dans l'unité OBLS, une prison située dans le comté de Walker, au Texas. Mais qui était exactement Dunch et comment a-t-il réussi à échapper à ces graves négligences pendant si longtemps ? Dans ce documentaire, nous cherchons à répondre à ces questions et à bien d'autres, en plongeant dans la vie et les crimes de Christophe Dunch. Christophe Daniel Dunch est né dans le Montana le 3 avril 1971. Ses parents, Donald et Suzanne était institutrice tandis que Donald était kinésithérapeute et missionnaire chrétien. La famille a déménagé à Memphis, dans le Tennessee, où Dunch a passé la majeure partie de son enfance, fréquentant et finissant par obtenir son diplôme de l'école chrétienne évangélique, située dans la banlieue de Cordova de la ville. Selon un article écrit par ProPublica, Donald avait été une vedette du football américain au Montana et Dunch voulait suivre les traces de son père. Il a rejoint l'équipe de football américain au lycée comme linebacker. Ses camarades se rappelaient la détermination de Dunch. Il avait un objectif, le garder en vue et était prêt à tout pour l'atteindre. Il voulait aller à l'université et jouer. Et je me souviens qu'il disait « Je fais 181 livres et il faut que j'atteigne 220 pour être linebacker au Colorado ou à Colorado State. » Pourtant, malgré sa détermination, Dunch n'était pas réputé pour son talent. Après le lycée, il est allé au Millsaps College dans le Mississippi avec une aide financière et a rejoint leur équipe de football américain. Mais il passait ses journées à rêver de se transférer et de jouer comme linebacker pour une équipe de division. Il visait tout particulièrement les Rams de l'État du Colorado. Lors de sa 2e année, Dunch a réussi à intégrer l'équipe en tant que l'un des rares joueurs non boursiers, et c'est là que ses faiblesses athlétiques ont commencé à se manifester. Ses coéquipiers se rappelaient qu'il peinait avec les exercices de base, mais il les répétait sans cesse, persuadé qu'il finirait par les maîtriser grâce à l'entraînement. Finalement, cependant, Dunch a quitté l'équipe et est retourné à l'université de Memphis. Il voulait toujours jouer au football, mais il ne pouvait pas à cause de ses multiples transferts, ce qui l'a rendu inéligible. Suite à la déception de ne plus pouvoir jouer au football, Dunch a changé ses plans et ses études, se tournant spécifiquement vers la médecine. Il a obtenu son diplôme de premier cycle en 1995, puis a poursuivi un ambitieux programme de MD et de doctorat. Dans cette initiative, Dunch a travaillé en laboratoire sur les origines du cancer du cerveau et l'usage des cellules souches. Il a obtenu ses diplômes en 2001 et 2002, pendant sa résidence en chirurgie. Par la suite, Dunch s'est associé à 2 scientifiques russes qui avaient été recrutés par l'université du Tennessee pour explorer le potentiel commercial des cellules souches afin de renforcer les personnes souffrant de problèmes de dos. Ensemble, le trio a breveté une technologie pour obtenir et cultiver des cellules souches de disques et en 2008, ils ont lancé DiscGenix qui visait à développer et vendre de tels produits. 2 des supérieurs universitaires de Dunch faisaient partie des premiers investisseurs. En apparence, il semblait que l'ancien joueur de football avait trouvé sa voie et qu'il s'épanouissait enfin. Plus tard, amis et connaissances dresseraient un tout autre portrait de l'étudiant en médecine, évoquant notamment une fête d'anniversaire nocturne alimentée par la drogue.
À mi-parcours de la résidence de Dunch, lui et ses amis se livraient à une consommation excessive d'alcool et prenaient en diverses substances illégales, dont de la cocaïne et des comprimés. Puis à l'aube, Dunch a enfilé sa blouse blanche et est parti faire sa tournée à l'hôpital. Une femme, alors petite amie d'un ami, a affirmé au tribunal « Après une nuit à consommer de la cocaïne, la plupart deviennent paranoïaques et veulent rester chez eux. Lui, il allait travailler sans problème. » L'un de ses amis a déclaré plus tard qu'il ne laisserait jamais Dunch opérer sur lui. Mais ce n'était que le début des ennuis du neurochirurgien. Un des premiers investisseurs de la marque DiscGenix, Page, a déclaré « D'abord séduit par Dunch et sa présentation de l'entreprise, il est ensuite devenu préoccupé et prudent avec le temps. Le matin, il se préparait un vodka orange pour démarrer la journée. Page a aussi trouvé une fois de la cocaïne et un billet d'$1 roulé dans le tiroir du bureau de Dunch chez lui. Finalement, l'intérêt de l'étudiant en médecine pour la toxicomanie et l'alcoolisme lui a coûté son entreprise. Il a été évincé et ses associés et investisseurs l'ont poursuivi en justice pour des questions d'action. Page a ensuite dit « Je ne crois pas qu'il ait jamais voulu devenir chirurgien après avoir perdu ce revenu. Je pense que la décision a été prise pour lui, qu'il allait devoir entrer dans le milieu médical pour subvenir à ses besoins. » L'Université du Tennessee n'a jamais commenté publiquement Dunch ou son affaire. Mais le docteur Frédéric Boop, le chef du service de neurochirurgie là-bas, a été enregistré et a admis être au courant des échecs de l'étudiant. En 2012, Boop a été approché par un médecin basé au Texas qui était alarmé par les erreurs chirurgicales de Dunch. Boop a reconnu qu'une femme anonyme avait déposé une plainte contre lui lorsqu'il était étudiant, affirmant qu'il consommait de la drogue avant de voir les patients. Les responsables de l'université ont pris le rapport au sérieux et ont demandé à Dunch de passer un test de dépistage de drogue, mais il l'a évité en disparaissant pendant quelques jours. À son retour, il a été envoyé dans un programme pour médecins en difficulté pendant plusieurs mois, et pour le reste de sa résidence, il a été placé sous surveillance. En 2010, Dunch avait terminé son programme de résidence en neurochirurgie à l'Université des sciences de la santé du Tennessee et avait ensuite suivi un programme de fellowship en chirurgie du rachis à la clinique Semis Murphy à Memphis. Après l'arrestation ultérieure de Dunch en 2015, le bureau du procureur du district de Dallas a assigné à comparaître tous les hôpitaux figurant sur le CV du chirurgien, demandant les dossiers de ses opérations, y compris celles qu'il avait réalisées pendant sa résidence. Il a beau été découvert qu'au moment où il avait terminé sa résidence, il avait réalisé moins de 100 opérations chirurgicales. En général, le nombre d'opérations réalisées par les résidents en neurochirurgie est d'environ 1000. En 2011, alors qu'il était encore à Memphis, Dunch a rencontré Wendy Rin Young, une danseuse exotique de 27 ans. Dunch, 40 ans, a rencontré son partenaire dans un bar et ils ont immédiatement accroché. Wendy se souvient qu'après quelques verres, ils sont retournés chez le chirurgien et ont dansé dans son bureau sous une boule à facettes. Dès ce moment, tout s'est accéléré. Nous avons vite parlé mariage, se rappelle Wendy dans une interview au magazine D. Nous avons emménagé ensemble en moins de 3 mois, puis je suis tombée enceinte. À ce moment-là, Dunch cherchait un emploi. Il aurait reçu des offres de New York et de San Diego, mais il a choisi d'accepter un poste à Dallas. Wendy a accepté de le suivre car il avait de la famille là-bas, et ils ont emménagé dans une maison de 5 chambres près du travail de Dunch. Et Wendy a donné naissance à leur premier enfant ensemble, un fils qu'ils ont appelé Hayden. Cependant, peu de temps après le déménagement, Dunch a commencé à avoir une liaison avec son assistante, Kimberly Morgan, qui a ensuite déclaré qu'ils avaient passé des moments romantiques ensemble. Dans son bureau, où elle a remarqué qu'il gardait une flasque de vodka, selon Wendy, Morgan était souvent à la maison, mais elle pensait que c'était simplement lié au travail. Elle ne savait pas que Dunch avait dit à son assistante que Wendy n'était qu'une amie, pas sa compagne, ni la mère de son fils. À la fin de 2013 à peu près, au moment où Dunch a été radié de l'ordre des médecins et déclaré en faillite, Wendy est tombée enceinte de leur deuxième enfant, Preston, qu'elle a mis au monde en septembre 2014. À ce moment-là, le couple s'était déjà séparé et Wendy vivait avec sa sœur à Garland, au Texas. Quand Wendy et Dunch se sont rencontrés, le chirurgien avait déjà plus de 500 000 $ de dettes. Au début, il s'est surtout concentré sur la partie doctorat de son diplôme. Son nom figurait dans plusieurs articles, et il se concentrait sur la discogénie. Avant d'être évincé à cause de ses dettes élevées, Dunch a décidé qu'il serait préférable pour lui d'accepter un poste de neurochirurgien.
À l'été 2011, lui et Wendy ont déménagé à Dallas pour qu'ils travaillent au Baylor Scott & White Medical Center. Dans les comtés de Collin et Denton, au Texas, il a été recruté comme chirurgien de la colonne vertébrale, spécialisé en techniques mini-invasives, avec un salaire annuel de $600 000 plus prime. Dunch semblait très qualifié sur le papier. Il avait passé 15 ans en formation et son CV faisait 12 pages. Le centre médical a déclaré qu'on leur avait dit que ce chirurgien était parmi les meilleurs neurochirurgiens qu'ils aient formés. Alors qu'il s'étendait longuement sur ses points forts, de plus, lorsque Baylor Plano a demandé quels étaient ses points faibles ou les domaines nécessitant une amélioration. Le médecin superviseur a indiqué que la seule faiblesse de Dunch était qu'il assumait trop de tâches pour une seule personne. Également à cette période, le docteur Frédéric Boop a envoyé une recommandation par fax à l'hôpital, cochant les cases « bon » ou « excellent ». À propos des compétences de Dunch, il a noté que Chris est extrêmement brillant et peut-être la personne la plus travailleuse qu'il ait jamais rencontrée. Le docteur Jean Robertson, un superviseur de Dunch et un vieil ami de la famille qui était également investisseur dans Discgenix, a noté dans sa recommandation que le chirurgien avait une excellente éthique de travail. Cependant, peu de temps après avoir rejoint Baylor Plano, Dunch a commencé à irriter les gens et à laisser une mauvaise impression à ses collègues. Le chirurgien vasculaire chevronné Randall Kirby se souvenait que Dunch se vantait fréquemment de ses compétences, malgré son manque d'expérience, a déclaré Kirby. Dunch est parmi les géants là-haut, et il essayait de me dire encore et encore que la plupart des chirurgies de la colonne vertébrale, ici à Dallas, étaient faites de manière inappropriée, et qu'il allait nettoyer cette ville. Il a ajouté plus tard, sa performance était pathétique. Il fonctionnait au niveau d'un interne en neurochirurgie de première ou deuxième année, mais il n'avait apparemment aucune conscience de la médiocrité de sa technique. Rapidement, Dunch s'est disputé avec d'autres médecins sur la question de ses obligations. Dans un cas particulier, en septembre 2011, il a été fortement critiqué par ses collègues pour ne pas avoir pris soin d'un patient, ayant choisi d'aller à Las Vegas à la place. Mais les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là, lorsque Dunch a commencé à manier le scalpel. En novembre 2011, Dunch a opéré Kenneth Fennell, qui était son premier patient chirurgical depuis qu'il avait rejoint Baylor Plano. Fennell se souvient que le chirurgien lui a dit le lendemain matin que tout s'était très bien passé, que l'opération avait réussi. Cependant, il s'est avéré que Dunch avait opéré la mauvaise partie du dos de Fennell, et celui-ci est resté avec des douleurs importantes. Il a subi une deuxième opération avec Dunch après le transfert de celui-ci au Dallas Medical Center, et s'est réveillé avec les jambes gravement paralysées. Après que Dunch ait retiré une partie de son nerf fémoral, Fennell a eu besoin de plusieurs mois de rééducation pour pouvoir marcher avec une canne, et malgré cela, ses mouvements physiques restent limités. Il ne peut pas marcher plus de 10 mètres ni rester debout plus de quelques minutes sans devoir s'asseoir de nouveau. La prochaine victime de Dunch était un homme nommé Lee Passmore, un enquêteur médical du comté de Collin qui a été opéré le 12 décembre 2011. Passmore avait déjà subi une opération auparavant, mais la douleur dans son dos était revenue. Son spécialiste de la douleur lui a dit que, même sans chirurgien habituel à recommander, il avait récemment déjeuné avec un chirurgien qui semblait bien connaître son sujet. Il a ensuite donné à Passmore les coordonnées de Dunch et les deux ont organisé l'opération. Cependant, l'opération a été un désastre. Pendant l'intervention, Dunch a sectionné un ligament qui n'était normalement pas touché lors de ce type de procédure. Il a aussi mal positionné le matériel et placé la vis de maintien au mauvais endroit dans la colonne vertébrale de Passmore. Il a ensuite endommagé le filetage des vis, de sorte qu'elles ne pouvaient plus être retirées. Selon d'autres chirurgiens, même si les filetages n'avaient pas été endommagés, la vis était placée à un endroit où, si elle était retirée, cela aurait provoqué une hémorragie chez Passmore. Le chirurgien vasculaire Mark Hoyle, présent lors de l'opération, a plus tard rappelé que Dunch ne semblait pas réaliser l'ampleur du saignement. Il a été tellement perturbé par les actions du chirurgien qu'à un moment donné, il l'a physiquement retenu. Il aurait ensuite dit à Dunch qu'il était dangereux. Le comportement du chirurgien a amené Hoyle à se demander s'il était sain d'esprit. Passmore a été laissé avec des douleurs chroniques et une mobilité réduite. Le travail de Dunch n'a pas progressé ensuite. Barry Morgoloff, propriétaire d'une société de services de piscine, s'était blessé et usé le dos au fil des ans.
après avoir aidé à l'entreprise d'importation de son père, où il déchargeait des camions. Il avait déjà été opéré du dos, mais la douleur est revenue et un spécialiste lui a remis la carte de Dunch. Il se souvenait avoir été impressionné par le chirurgien, déclarant « Phénoménal, super gars, je l'ai adoré ». Il a ajouté « Je peux vous réparer » était comme un mot magique, c'est tout ce que j'ai entendu. Je croyais qu'il m'aiderait à marcher à nouveau. Margoloff est entré pour une fusion spinale lombaire antérieure le 11 janvier 2012. Cependant, durant l'opération, Dunch a encore échoué en tentant de retirer un disque endommagé de la colonne vertébrale avec un outil de préhension. Au lieu d'un scalpel, le chirurgien vasculaire Randall Kirby s'est disputé avec Dunch et a proposé de prendre la relève, quittant finalement la salle d'opération lorsque Dunch a refusé de céder son scalpel. Le chirurgien a également continué à faire des erreurs, même après qu'on lui ait indiqué la bonne anatomie à la suite de cette opération bâclée, où des fragments d'os ont été laissés dans le canal rachidien. Margoloff a perdu la plupart des fonctions de son côté gauche et a dû utiliser un fauteuil roulant. Il se souvient, je me suis réveillé en salle de réveil et j'avais l'impression d'avoir été percuté par un camion. Je n'avais jamais ressenti une douleur de ce genre auparavant. Margoloff a également noté que la qualité de sa vie avait changé radicalement, ce qui l'a mené dans des endroits sombres. Je suis allé dans un établissement psychiatrique pour ne pas me suicider. C'était difficile, je ne l'ai pas fait. J'ai goûté au canon du 9mm et c'était très dur de continuer. Mais j'avais une femme et un enfant. Margoloff est également parti plus tard d'un rendez-vous de suivi avec Dunch, lorsqu'il a montré des signes d'ivresse. En 2018, Margoloff a noté qu'une partie des dommages dans son corps avait été réparée par la suite, mais il doit toujours utiliser une canne pour marcher. À mesure que le tissu cicatriciel s'accumule, sa douleur va s'aggraver et l'amplitude de ses mouvements va diminuer. Un jour, il sera de nouveau confiné à un fauteuil roulant. Le mois suivant, Jerry Summers, un ami de longue date de Dunch, est venu à Baylor Plano pour faire fusionner 2 vertèbres cervicales. Summers avait joué au football avec le chirurgien au lycée, avait aidé à la logistique au laboratoire de recherche pendant sa résidence et l'avait aidé à s'installer dans son cabinet. Les 2 amis avaient vécu ensemble pendant un court moment dans un appartement de luxe en centre-ville, pendant que Dunch cherchait une maison. Summers souffrait de douleurs chroniques au dos depuis une blessure au lycée lors d'un match de football, aggravée par un accident de voiture à l'âge adulte. Les médecins qui ont ensuite examiné le dossier ont noté que pendant l'opération, Dunch avait endommagé l'artère vertébrale de Summers, provoquant une hémorragie presque incontrôlable. Il a perdu 1200 ml de sang, soit plus d'un 1/5 de son volume sanguin, et presque 24 fois la quantité habituellement perdue lors d'une fusion vertébrale. Pour arrêter l'hémorragie, Dunch a bourré l'espace avec tellement de gel hémostatique qu'il a comprimé la moelle épinière de Summers. Les infirmières et les autres membres du personnel présents pendant l'opération s'attendaient pleinement à ce que le chirurgien réalise une opération de révision, mais il a refusé. Summers est tombé en dépression après l'intervention, qui l'a laissé paralysé du cou vers le bas. Sa petite amie de l'époque, Jennifer Miller, se souvient que Jerry était calme avec Chris, mais tout ce que Jerry me disait c'était « Je veux mourir, tue-moi ». Quelques jours plus tard, Summers a dit au personnel que lui et Dunch avaient consommé de la cocaïne la veille et le matin de son opération. Après cette déclaration, le chirurgien a dû passer un test antidrogue qu'il a réussi. L'hôpital l'a alors suspendu en attendant un examen par ses pairs. Il a été autorisé à reprendre les opérations pendant que l'examen était en cours, mais on lui a demandé de se limiter à des interventions mineures jusqu'à la fin de la procédure. Plus tard, Summers est revenu sur ses allégations lors de sa déposition en 2017. Il a dit avoir inventé cette histoire parce qu'il s'était senti abandonné par un ami proche. « J'étais très en colère, je criais et je voulais sa présence. Et donc j'ai fait une déclaration qui n'était pas forcément vraie. La déclaration n'a été faite que pour qu'il l'entende et se dise « Laisse-moi aller là-bas ». Summers est décédé en 2021 d'une infection liée à des complications de l'opération que Dunch avait ratée. Pourtant, ce comportement de Dunch n'a pas entraîné sa suspension, ni le retrait de sa licence. Il a continué à opérer, malgré son terrible passé. Kelly Martin était une enseignante de 54 ans qui prévoyait de se rendre à Antigua avec son mari après son opération. Après avoir raté une marche sur une échelle, elle est tombée et a eu une hernie discale. Après l'échec de la physiothérapie et des relaxants musculaires, son médecin a conseillé une intervention chirurgicale simple pour réparer la hernie discale. On l'a orientée vers Dunch.
Pendant l'opération, il a sectionné un vaisseau sanguin, percé une veine, puis poursuivi l'intervention. Malgré le fait que Martin perdait énormément de sang, Dunch a refusé d'interrompre l'opération, même lorsque ses collègues l'ont averti de la perte de sang. Son refus d'admettre le problème a freiné les efforts de l'équipe de soins intensifs pour la sauver. Après que Martin se soit réveillé de son opération, elle a commencé à hurler et à se griffer les jambes, obligeant l'équipe à la sédater. Le personnel de l'hôpital a remarqué que Dunch restait en dehors de la salle d'attente, remplissant ses papiers et prenant des notes, au lieu de s'occuper de sa patiente. Finalement, Martin est morte d'une hémorragie à la suite d'un arrêt cardiaque hémorragique. Elle ne s'est jamais réveillée après la sédation. Après son décès, Dunch a été invité à participer une nouvelle fois à un test de dépistage de drogue. Le premier est revenu dilué avec de l'eau, tandis que le second était négatif. Il a également réussi une évaluation psychologique. Un examen approfondi de Dunch et de ses performances de chirurgien a révélé qu'il n'avait pas respecté les normes de soins de l'hôpital. Ils ont définitivement révoqué ses privilèges chirurgicaux à Baylor Plano. Et une autre évaluation par les pairs a été lancée, cependant, afin que le centre médical puisse éviter les coûts liés à une éventuelle contestation et à la possibilité de perdre un procès pour licenciement abusif. Les responsables de l'hôpital ont conclu un accord avec les avocats de Dunch, l'autorisant à démissionner. En échange, Baylor Plano a rédigé une lettre affirmant qu'il n'y avait aucun problème avec lui, ce qui lui a permis de continuer à agir comme il le souhaitait. Notamment si Dunch avait été licencié, Baylor Plano aurait été obligé de le signaler au NPDB, ou National Practitioner Data Bank. Le NPDB a été créé en 1990 et a pour but de signaler les médecins problématiques en suivant les poursuites pour faute professionnelle et les mesures défavorables prises contre les médecins, comme être interdit d'exercer, être licencié, être suspendu ou avoir sa licence médicale suspendue ou révoquée. Bien que ce soit une bonne idée en théorie, il existe certainement des failles. Non seulement il y a des moyens d'éviter de signaler des personnes comme Dunch, mais certains de ces moyens deviendront plus évidents à mesure que nous approfondirons cette affaire. Mais les informations contenues dans la MPDB ne sont pas accessibles au public ni aux autres médecins, seulement aux administrateurs d'hôpitaux. Selon un rapport de ProPublica de 2008, de nombreux hôpitaux hésitent à soumettre des rapports à la banque, craignant que cela nuise aux perspectives d'emploi des médecins ou n'entraîne des poursuites judiciaires. Un avocat, Kayvan Wee, qui a ensuite représenté certains des clients de Dunch, a déclaré « Si le Dr Dunch n'avait pas pu obtenir de privilèges dans d'autres hôpitaux, théoriquement, il aurait pu poursuivre Baylor en justice. Et il a dit « Écoutez, je pourrais gagner 2 millions de dollars par an ici. Vous me devez 2 millions de dollars pour le reste de ma vie. Ma vie. » Un rapport de Public Citizen, un groupe de surveillance des consommateurs, affirmait qu'en 2009, environ la moitié des hôpitaux des États-Unis n'avaient jamais signalé un médecin au MPDB. Il paraît qu'une analyse plus récente a montré que rien n'avait vraiment changé au fil des années. On aurait aussi pu signaler Dunch au Conseil médical du Texas. Ces procédures avancent souvent lentement. Si suffisamment de preuves solides avaient été soumises par l'hôpital, le conseil aurait pu agir immédiatement pour protéger les patients contre tout préjudice. Un pneumologue de Dallas qui siégeait au conseil médical en 2012, le Dr Alan Sulkin, a déclaré « Si les actions de Baylor avaient été signalées de manière appropriée, je m'attendrais à ce que le conseil se réunisse dans les jours suivants pour prononcer une suspension immédiate. » Il a ajouté qu'une enquête serait alors menée et que Dunch ne serait pas autorisé à opérer avant sa conclusion. Il a également critiqué les hôpitaux et leur personnel pour ne pas l'avoir signalé plus tôt. Quel était le pire qui puisse arriver ? Un procès, voyons, ce sont des gens qui meurent, et on s'arrête parce que tu as peur d'un procès. Plus intéressant encore, 2 ans après que Dunch ait quitté Baylor en 2014, la décision de l'hôpital de ne pas signaler son évaluation de son travail a fait l'objet d'une enquête par les autorités sanitaires de l'État. Après l'enquête, l'hôpital a écopé d'une infraction et d'une amende de 100 000 $. Cependant, l'année suivante, les deux ont été retirés. La Commission de la Santé et des Services sociaux du Texas n'a pas expliqué pourquoi, affirmant que les dossiers étaient confidentiels. Après avoir quitté Baylor Plano, Dunch a déménagé au centre médical de Dallas, dans la ville de Farmers Branch, située dans le comté de Dallas.
Alors que la vérification de ses références était en cours, le chirurgien a obtenu des privilèges temporaires. Cela lui a permis de continuer à opérer des patients. Des signaux d'alerte sont apparus très tôt lors du passage de Dunch ici, car les infirmières le soupçonnaient sous l'emprise de drogue. Et le personnel a signalé qu'il semblait se présenter au travail, parfois en portant la même tenue de bloc, plusieurs jours d'affilée. Le 24 juillet 2012, moins d'une semaine après que Dunch ait rejoint l'hôpital, il a opéré son patient suivant. Floeda Brown était une banquière de 64 ans proche de la retraite qui souhaitait subir une chirurgie de la colonne cervicale, espérant ainsi soulager ses douleurs au cou et à l'épaule. L'opération semblait bien se dérouler jusqu'à environ une demi-heure après son début, lorsque Dunch a signalé qu'il avait du mal à voir sa colonne vertébrale. L'un des infirmiers présents dans la salle, Karl Kissinger, se souvient qu'il disait « Il y a tellement de sang, je ne vois rien, je ne vois pas ça ». Dunch n'arrêtait pas non plus d'ordonner aux techniciens de bloc d'aspirer davantage. « Allez, cette fois, enlève ce sang, je ne vois rien », a déclaré Kissinger. C'est vraiment inquiétant pour moi parce que non seulement il n'arrive pas à le faire correctement quand il ne voit pas, mais en plus pourquoi ça continue de saigner. Dans la salle de réveil, Brown a dit qu'elle se sentait bien et a reçu la visite de plusieurs membres de sa famille. Cependant, à 5 heures du matin le lendemain, elle convulsait et elle a fini par perdre connaissance. On a signalé une pression croissante dans son cerveau sans en connaître la cause à ce moment-là. Dunch, pour sa part, n'a pas pu être joint. Pendant que ce chaos se poursuivait, il est arrivé tard à l'hôpital, l'air ébouriffé et portant une tenue médicale qui avait été portée pendant plusieurs jours. Le personnel l'a remarqué parce qu'il y avait un grand trou sur une fesse. Alors qu'on l'avait averti que sa patiente était inconsciente, Dunch a décidé de ne pas aller la voir, mais a continué à effectuer une autre opération. Refusant de s'occuper de Brown, les responsables de l'hôpital lui ont demandé à plusieurs reprises de le faire ou de la confier à un autre médecin. Ils lui ont également demandé de retarder l'opération de son prochain patient. Dunch a répondu en suggérant qu'on perce un trou dans la tête de Brown pour soulager la pression dans son cerveau, mais il s'est vu refuser l'autorisation. L'hôpital manquait d'équipement et de personnel pour cette intervention, et Dunch n'était pas qualifié ni autorisé à pratiquer une chirurgie cérébrale. Brown est restée des heures dans le coma avant le transfert de prise en charge, mais elle était déjà en état de mort cérébrale à ce moment-là. Le conseil médical du Texas a ensuite conclu qu'elle était décédée d'une perte de sang excessive et d'un accident vasculaire cérébral. Pendant l'opération, Dunch avait sectionné l'artère vertébrale de Brown et avait refusé d'interrompre la procédure. Il l'avait également bourrée avec trop de substances destinées à arrêter le saignement. La patiente suivante de Dunch, celle sur laquelle il a insisté pour opérer alors que Floella Brown était en train de mourir, était une femme de 71 ans nommée Mary Hayford. Hayford avait une passion pour le sport et menait une vie active même en vieillissant. Elle voulait soulager des douleurs au dos qu'elle ressentait afin de pouvoir reprendre ses séances d'entraînement. Kissinger, qui était également présent lors de cette opération, a affirmé que Dunch était distrait par ses pensées pour Brown pendant qu'il effectuait la chirurgie d'Hayford. Il a été rapporté que Kissinger et ses supérieurs se sont disputés avec le chirurgien au sujet de son idée de percer un trou dans le crâne de Brown. Pendant qu'il travaillait sur l'intervention d'Hayford, Dunch a réussi à sectionner une de ses racines nerveuses en opérant sur la mauvaise partie de son dos. De plus, il a tordu une vis dans un autre nerf. Les trous de vis du côté opposé de sa colonne vertébrale ont empêché le retrait du disque prévu et laissé du matériel chirurgical dans son muscle. C'était tellement lâche que ça bougeait quand on le touchait. Malgré les avertissements de collègues sur sa mauvaise procédure, fixant les vis et le matériel aux muscles au lieu de l'os, Dunch a continué comme il l'avait déjà fait plusieurs fois. Certains membres du personnel ont aussi pensé qu'il était peut-être sous l'effet de l'alcool, à cause de ses pupilles dilatées. À la suite de cette opération bâclée, Mary Hayford, une femme de 71 ans active et par ailleurs en bonne santé, s'est retrouvée paralysée. Elle se souvient s'être réveillée ensuite avec une douleur atroce, la décrivant comme supérieure à 10 sur une échelle de 1 à 10. Un chirurgien vétéran de la colonne vertébrale, nommé Robert Henderson, a réalisé l'opération de sauvetage destinée à réparer au mieux les dégâts causés par Dunch. Il a comparé sa découverte en ouvrant Hayford à un enfant jouant avec un jeu de construction. Comme des jouets de construction dans le documentaire Oxygen, License to Kill, Henderson a déclaré « Dès l'ouverture de l'ancienne cicatrice du patient, j'ai pu voir une vis pénétrant le sac dural depuis le côté gauche, en bas. C'était tout simplement instable à cet endroit.
C'était comme si quelqu'un avait simplement jeté des jouets de construction ou un jeu de mécano là-dedans. Je n'avais absolument aucune compréhension de comment ce chirurgien pouvait penser qu'il avait réalisé l'intervention correctement. Il a trouvé 3 trous dans la colonne vertébrale d'Efford, là où Dunch avait tenté d'insérer des vis, échouant à chaque fois. Il avait également sectionné une de ses racines nerveuses et une vis avait transpercé les nerfs qui contrôlent une jambe et la vessie. Henderson a également qualifié l'opération d'agression et a conclu qu'Efford serait resté alité pour le reste de sa vie, sans l'intervention chirurgicale de sauvetage. L'incompétence de Dunch a amené le chirurgien plus âgé à se demander s'il était vraiment celui qu'il prétendait être et à douter qu'il ait réellement un diplôme. Henderson ne pouvait pas concevoir qu'un vrai chirurgien puisse et veuille observer une opération aussi mal réalisée. Il pensait que toute personne ayant une compréhension de base de l'anatomie humaine saurait qu'il travaillait sur la mauvaise partie du dos de Marie. Henderson a décidé d'envoyer la photo de Dunch à l'université du Tennessee, qui a confirmé qu'il avait obtenu son diplôme. Il a ensuite appelé les superviseurs de la bourse de Dunch à Memphis, ainsi que le responsable de sa résidence. C'est là que Henderson a appris que le chirurgien avait suivi un programme pour médecins en difficulté. Pourtant, malgré les découvertes de Henderson et le fait que Dunch avait raté 2 opérations, entraînant la mort d'une femme, il n'a pas été signalé au NPPD. À cette époque, les hôpitaux n'étaient pas obligés de signaler les médecins qui n'avaient que des privilèges temporaires, une faille qui a permis au docteur mort de continuer à détruire la vie de ses patients. Après avoir démissionné du Dallas Medical Center, Dunch a commencé à travailler au Southampton Community Hospital à Dallas, où il a obtenu des privilèges pour continuer à opérer. L'hôpital avait déjà un passé et une réputation douteux. Il avait subi 2 faillites et un ancien PDG avait été condamné à la prison pour fraude dans le domaine de la santé. Au même moment, Dunch a également accepté un poste dans une clinique ambulatoire appelée Frisco Ambulatory Surgery Center, située à Frisco dans le comté de Collin et le comté de Denton. Pendant ce temps, à son insu, des médecins déposaient enfin des plaintes contre Dunch. Le conseil médical du Texas a été alerté au sujet de ses interventions chirurgicales sur Ifford et Brown, et après avoir eu vent de ces cas. Randall Kirby, qui avait déjà eu affaire à Dunch par le passé, a également donné son avis au conseil médical, leur disant que Dunch devait être arrêté. Kirby a également contacté le docteur Frederick Boop à l'université du Tennessee et a parlé au responsable de l'hôpital Baylor Plano. Quelques mois ont passé et ni Kirby ni Henderson n'ont eu de nouvelles. Ils ignoraient en cependant que Dunch continuait à opérer. En septembre 2012, Jeff Cheney, père de 3 enfants et grand-père de 6 petits-enfants, est venu consulter Dunch. Quand il a voulu soulager la douleur qu'il ressentait, qui passait de son épaule à son bras, se souvient Cheney. Le docteur Dunch m'a garanti l'absence totale de douleur juste après l'opération. Il avait vraiment confiance, cependant. Au moment où il s'est réveillé de son opération, il a compris que quelque chose n'allait pas. J'avais l'impression d'avoir été écrasé par un rouleau compresseur. Il ne pouvait plus bouger le côté droit de son corps. Le docteur Dunch m'a regardé et il a dit « Je ne sais pas pourquoi tu es comme ça, je ne sais pas pourquoi tu es dans cet état. Tout s'est parfaitement passé là-dedans, mais tout ne s'était pas parfaitement passé. Ça n'aurait pas pu, pas avec le passé de Dunch. » Il s'est avéré qu'en opérant Cheney, le chirurgien avait endommagé sa moelle épinière, ce qui l'a laissé sans aucune sensation du côté droit de son corps. Il souffrait aussi de douleurs invalidantes, l'ayant poussé à quitter son emploi de mécanicien et à rester chez lui. 2 mois plus tard, Jacqueline Troy est venue à Dunch. Pendant l'opération, il a sectionné une de ses artères, une de ses cordes vocales et endommagé sa trachée. Tori ne pouvait plus parler qu'à peine, sa voix réduite à un murmure. Après des semaines de sédation, elle devait être nourrie par sonde pour éviter que la nourriture n'atteigne ses poumons. Elle a ensuite déclaré au tribunal « C'était comme un cauchemar, je me suis réveillée dans un cauchemar ». Son œsophage avait été coincé sous une plaque près de sa colonne vertébrale et Dunch avait percé des trous dans sa trachée. Il ne lui avait laissé qu'une seule corde vocale. Un autre médecin a qualifié son opération de catastrophe totale. Notamment, Randall Kirby a été sollicité pour aider Troy après qu'elle a commencé à souffrir d'une grave infection. Il a alors découvert que Dunch continuait à opérer et à rater toutes ses interventions, même après l'échec de l'opération de Troy. Dunch a finalement été signalé au NPBD par l'hôpital méthodiste de McKinney, à Dallas.
après qu'il lui ait refusé des privilèges à la mi-2012 parce qu'ils avaient remarqué la qualité de soins inférieure ou inadéquate qu'il avait prodiguée à Baylor Plano. Le 9 avril 2013, Philip Mayfield devait subir une intervention simple de 45 minutes. Fibrillation sur Ace ante les Befensutudance. Chauffeur routier professionnel, depuis 20 ans, il avait auparavant servi dans la marine. Mayfield aimait son travail, mais cela lui posait des problèmes parce qu'il restait assis pendant de longues périodes. Selon Dunch, l'opération s'est bien déroulée, mais lorsque la femme de Mayfield, Angela, l'a vu en salle de réveil, elle a immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Son mari n'arrivait pas à se tenir droit. Il n'avait aucun contrôle, aucun soutien de lui-même. Il s'effondrait simplement, a raconté Angela au magazine Esquire. Elle a rapporté que Mayfield a ensuite été transféré dans un autre hôpital et confié à un autre médecin, mais les dégâts étaient déjà faits, sa moelle épinière était déformée et il n'y avait rien à faire pour y remédier, a déclaré Mayfield. « Ils m'ont dit que je ne pourrais plus jamais marcher, mais je leur ai répondu « Oui, je marcherai de nouveau. J'ai une vie à vivre, j'ai 3 garçons à élever. » L'opération de Mayfield avait duré plusieurs heures et sa moelle épinière avait été endommagée car Dunch l'avait percée, le laissant partiellement paralysé du cou aux pieds. Il a finalement retrouvé la capacité de marcher avec l'aide d'une canne. Mais il a souffert de douleurs chroniques, de perte de connaissance et a développé une syringomyélie, maladie douloureuse causant des kystes sur sa moelle épinière. Mon niveau de douleur devenait si élevé qu'il stimulait le système nerveux autonome et je perdais tôt connaissance. Si tu appelles les ambulanciers ici, tu n'as même pas besoin de leur donner l'adresse. Ils savent déjà qu'il s'agit de moi, a-t-il raconté dans la série documentaire Permis de tuer. En janvier 2021, Mayfield a commencé un nouveau traitement pour sa condition. 3 doses plus tard. Il a été diagnostiqué avec la Covid-19 et est décédé le 12 février de cette année-là, à seulement 50 ans, laissant derrière lui sa femme et ses 3 fils. La prochaine victime de Dunch était Marshall Tex Muse, un coureur passionné qui avait commencé à souffrir d'une maladie dégénérative des disques. En rencontrant le chirurgien, Muse se souvient. Il a vu mes radios et a dit « Vous auriez dû être opéré il y a 5 ans. Il faut vous opérer immédiatement. » Cependant, la veille de son opération, Muse est tombé sur un article concernant la mort de l'institutrice Kelly Martin, décédée des suites d'une intervention de Dunch. Muse a déclaré à License to Kill « J'ai contacté le Dr Dunch après avoir vu cela en ligne. Il s'est aussitôt emporté, m'a insulté et crié « Comment osez-vous ? Je ne peux pas croire que vous m'accusiez de meurtre. » Il a affirmé que la patiente était décédée d'une réaction allergique à l'anesthésie. Rassuré par son explication, Muse a poursuivi l'opération. Cependant, il s'est réveillé ensuite avec de fortes douleurs. Comparant la sensation à celle de quelqu'un ayant un marteau-piqueur et un couteau dans la colonne vertébrale, Dunch a dit à Muse qu'il exagérait et que sa douleur était parfaitement normale. Il a ensuite prescrit au coureur tellement de Percocet que le pharmacien a refusé de remplir l'ordonnance une seconde fois, disant que le médecin allait tuer le patient. À cause des puissants antidouleurs, Muse est tombé dans la dépendance et a fini par perdre à la fois son emploi et sa femme. Un autre médecin, qui a examiné le dossier plus tard, a déterminé que Dunch n'avait jamais installé le matériel nécessaire dans la colonne vertébrale et l'avait plutôt laissé flotter entre la colonne et les tissus musculaires. Peu de temps après, Jeff Glidewell, qui souffrait de douleurs au dos depuis un accident de moto en 2004, a consulté Dunch pour une opération. Il cherchait un chirurgien réputé pour effectuer l'opération lorsqu'il est tombé sur le témoignage vidéo d'une femme nommée Pam. Trusty avait déjà félicité Dunch dans un enregistrement, pensant qu'elle participait à une vidéo pour un prix récompensant le travail et les compétences du chirurgien. En réalité, Dunch voulait juste utiliser l'enregistrement dans une infopublicité. Il lui avait demandé de participer lors d'un rendez-vous de suivi où elle s'était plainte de ressentir encore de la douleur depuis son opération. Avec lui, il lui a dit que c'était normal, et Trusty se considère maintenant chanceuse, déclarant « Je pouvais marcher et j'étais du bon côté de la terre ». Cependant, elle culpabilise d'avoir incité d'autres, dont Glidewell, à rester avec Dunch pour l'opération, affirmant « J'ai eu l'impression que c'était à cause de moi. Les mots qui me hanteront toujours sont qu'il était un homme exceptionnel. » Glidewell avait déjà des réserves quant à la poursuite de son opération lorsqu'il a été confronté à plusieurs chats noirs traversant la route sur le chemin de l'hôpital. Superstitieux, il a suggéré à sa femme qu'ils rentrent à la maison, mais elle l'a encouragé à subir l'opération. À l'hôpital, Glidewell a été obligé d'attendre plusieurs heures, branché à une perfusion, en attendant l'arrivée de son chirurgien. Dunch est arrivé avec 3 heures de retard en taxi. Glidewell s'en est souvenu.
Il portait un jean effiloché en bas. Il ne semblait pas prêt pour une opération. Quelques heures plus tard, Robin, la femme de Glidwell, a appris par Dunch que l'opération avait été interrompue à cause d'une possible tumeur. À son réveil, Glidwell a demandé « Où est-ce le docteur ?» « Je ne peux pas bouger mon bras ni ma jambe. » Robin a également remarqué qu'il avait du mal à parler. Randall Kirby a été appelé pour régler la situation, tandis que Glidwell a été transféré dans un autre hôpital. Kirby a constaté que l'incision dans le dos de Glidwell était mal placée. De plus, Dunch avait fait un trou de la taille d'une pièce d'$1 en argent dans son œsophage. Ayant retiré un nerf, sectionné une artère et laissé une éponge chirurgicale dans le corps, il est vite devenu évident pourquoi l'éponge avait été oubliée. Si elle était retirée, Glidwell se viderait assurément de son sang. Cependant, à cause du massacre horrible de Dunch, Kirby remarqua que le patient était devenu septique et souffrait d'une grave infection sanguine. Pire encore, la prétendue tumeur que Dunch avait repérée n'était en réalité que du muscle, expliqua Kirby à la série Doctor, License to Kill. Je n'ai jamais vu un cas comme celui de Monsieur Glidwell. C'était une tentative de meurtre, et à mon avis, ce n'était pas la première fois. Nous avions un tueur en série dans notre communauté médicale. Dunch a refusé de réparer les dégâts qu'il avait causés. Kirby a décrit le travail de son collègue comme celui d'un fou furieux et a dit qu'on aurait dit que Dunch avait essayé de décapiter Glidwell. Il a soutenu que l'opération avait été tellement bâclée que c'était sans précédent et que cela ne s'était jamais produit aux États-Unis auparavant. Glidwell a subi plus de 50 interventions au fil des années pour tenter de réparer les dégâts causés par Dunch, mais il souffre encore des séquelles de l'opération. Au moment de l'opération bâclée de Glidwell, le conseil médical du Texas avait déjà commencé à enquêter sur Dunch, et ce, depuis environ 10 mois. Le chirurgien Robert Henderson était tellement frustré que Dunch opérait encore qu'il a appelé lui-même le conseil, et les a suppliés de suspendre sa licence pendant l'enquête. Mais ils ont refusé. Pendant ce temps, Randall Kirby a rédigé une lettre de 5 pages en juin 2013 relatant tout ce qui s'était passé lors de l'opération de Glidwell. Il a qualifié Dunch de sociopathe et a écrit qu'il devait être empêché d'exercer la médecine. Le 26 juin, le conseil a ordonné à Dunch de cesser d'opérer. Cela est arrivé après qu'un journaliste nommé Brett Shipp ait eu vent de l'histoire et se soit adressé au conseil à ce sujet. Le conseil pensait qu'il était très improbable qu'un chirurgien formé manque autant de compétences et ne voulait donc pas conclure trop vite. Ses plus grands détracteurs, cependant, craignaient que ce ne soit pas la fin pour Dunch. Henderson se souvient, j'étais terrifié par ce terme « suspendu ». Je veux dire, cela indique qu'il pourrait le récupérer à un moment donné. Et j'étais déjà conscient du fait à quel point le docteur Dunch était désinvolte, à quel point il était désarmant, et à quel point il paraissait amical et intelligent. Chaque fois qu'il se présentait à des personnes qu'il voulait impressionner, je craignais qu'il fasse la même chose pour récupérer sa licence, que ce soit 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Le conseil médical a demandé au chirurgien vétéran Martin Lazare d'examiner le dossier. Lazare a vivement critiqué le travail de Dunch et, comme d'autres, peinait à croire à l'incompétence de ce chirurgien pourtant formé. Il a noté qu'il ne remarquait souvent pas que ses patients saignaient après l'intervention. Le 6 décembre 2013, la licence médicale de Dunch a été révoquée. Après avoir perdu sa licence, l'ancien chirurgien a déménagé à Denver, Colorado, et a entamé une spirale descendante. En janvier 2014, la police l'a arrêté pour conduite en état d'ivresse lorsqu'il a été trouvé en train de rouler du mauvais côté de la route avec 2 pneus crevés. Il a ensuite été envoyé dans un centre de désintoxication. Il a également été soumis à une évaluation psychologique à Dallas pendant qu'il rendait visite à ses enfants. Il a été arrêté en ville pour avoir tenté de voler plus de $800 de marchandises dans un Walmart. Lors d'un incident particulier en mars 2015, la police a été appelée dans une banque du nord-est de Dallas, où des passants ont signalé. Un homme a été trouvé ivre, du sang sur les mains, se frappant le visage contre les portes. Il marmonnait que sa famille était en danger, portant une chemise noire, un pantalon d'hôpital et couvert de sang. 3 mois plus tard, le Texas Observer a publié un article en ligne intitulé « Chirurgien sociopathe Dunch arrêté pour vol à l'étalage de pantalon », faisant référence à sa tentative de vol chez Walmart. Dans la section des commentaires sous l'article, Dunch pouvait être vu en train de fulminer et de s'emporter contre les critiques. Cela faisait plus de 80 pages une fois imprimé.
Certains des commentaires étaient adressés à Randall Kirby, et il a affirmé que l'opération de Barry Morguloff avait été un parfait succès. En réponse à tout cela, les commentaires ont été transmis au bureau du procureur du district de Dallas. Un juge qui connaissait personnellement Jeff Glidewell avait déjà présenté l'affaire au procureur. La procureure adjointe Michelle Sugar a repris l'affaire. Elle a discuté avec son équipe et les patients de Dunch pour définir la meilleure démarche et décider des accusations contre l'ancien chirurgien. Finalement, Dunch a été inculpé de 5 chefs d'accusation d'agression aggravée et d'un chef de blessure à une personne âgée. Mary et Ford, du bureau du procureur, pensaient que leur meilleure stratégie était de poursuivre cette dernière accusation, car elle offrait la plus large gamme de peines et serait la plus facile à prouver devant le tribunal. Potentiellement, pour ce crime, Dunch risquait la prison à vie, mais les enquêteurs devaient se dépêcher car le délai de prescription était sur le point d'expirer. Le 21 juillet 2015, Dunch a été arrêté et placé en garde à vue. Il a attendu son procès pendant 2 ans. Entre-temps, au moins 19 de ses patients ont reçu des indemnités. 14 d'entre eux étaient représentés par Kay Van Wee, qui avait accepté ses clients par sens de la justice plutôt que pour un gain financier. Longtemps, les victimes de Dunch ont tenté de le poursuivre pour faute professionnelle, mais ont eu du mal à trouver un avocat dans l'État pour accepter leur dossier. En raison d'une réforme du droit de la responsabilité civile au Texas en 2003, qui a réduit le montant d'argent pouvant être obtenu à la suite d'un procès, le nombre de poursuites pour faute professionnelle dans l'État avait chuté de plus de moitié. Le procès de Dunch a commencé le 2 février 2017. Mary et Ford, ainsi que de nombreuses autres victimes de l'ancien chirurgien, ont témoigné pour démontrer son schéma de comportement, a déclaré Robbie McClung, l'avocat principal de la défense de Dunch. Il y avait des personnes avec déambulateurs, béquilles, d'autres peinéantes à bouger. Certains avaient perdu des proches. Beaucoup de choses avaient été mal tournées. Avant même d'en arriver à Mary et Ford, on peut voir que la situation ne fait qu'empirer, je veux dire, ça se dégrade très rapidement. Dunch, pour sa part, serait resté calme et posé, confiant en ses propres compétences, mais il a semblé perdre de sa contenance lorsque Martin Nazar et d'autres experts chirurgicaux ont expliqué au jury ses erreurs. L'un des témoins clés était l'ex-petite amie et assistante de Dunch, Kimberly Morgan, qui a noté qu'il montrait de la gentillesse envers ses patients, mais était en fait colérique et agressif. À huis clos, Morgan a été invitée à lire un extrait d'un courriel que Dunch lui avait envoyé dans la nuit du 11 décembre 2011, juste avant qu'il n'opère l'Ipasmor à Baila Plano. L'objet du courriel était Occam's Razor, et le message lui-même consistait en 5 pages d'injures et de divagations. Vers la fin, il était écrit « Tu ne peux pas comprendre cela. Je construis un empire tellement hors des sentiers battus que la terre paraît petite et le soleil éclatant. Je suis prêt à laisser de côté l'amour, la gentillesse, la bonté et la patience que je mélange à tout le reste, au point de pouvoir devenir un tueur de sang-froid. » C'est la partie que Morgan a lue au tribunal. La défense de Dunch a attribué ses actes à une mauvaise formation et à un manque de supervision de la part des hôpitaux, mais l'accusation a répliqué à cela, que son email montrait qu'il savait ce qu'il faisait. Ils ont aussi affirmé que son incapacité à apprendre de ses erreurs prouvait que ses mutilations sur Mary et Ford étaient des volontaires. De plus, ils ont attribué une partie de la responsabilité aux hôpitaux qui employaient Thierry Dunch et ont ajouté qu'il était motivé à continuer d'opérer, parce que l'argent qu'il gagnait l'aiderait à réduire ses problèmes financiers croissants. Le procès de 13 jours s'est finalement terminé et les jurés ont délibéré pendant quelques heures avant de prendre une décision. Ils ont reconnu Dunch coupable d'un chef d'accusation de blessure à une personne âgée le 20 février 2017. Il a été condamné à la prison à vie. À ce jour, Dunch est toujours derrière les barreaux à l'unité Hobby Ellis du département de la justice criminelle du Texas à Huntsville, à 1 heure de Houston. Le 18 septembre 2017, son avocat a fait appel en déclarant que le témoignage d'autres victimes et l'email, lu à voix haute par Kimberly Morgan, avaient été utilisés pour influencer injustement le jury. Cependant, cet appel n'a pas abouti. Dunch a actuellement 51 ans et ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant 2045, date à laquelle il aura 74 ans. Lors d'une interview en 2018, Jerry Summers, qui avait auparavant été ami avec Dunch, n'a pas pu expliquer pourquoi il lui avait fait confiance.
En tant que chirurgien, il savait que son ami avait du mal à conduire sans se perdre, mais pensait que Dunch avait reçu une meilleure formation en neurochirurgie. Le cas troublant de Dunch met en lumière non seulement les failles du système de signalement dans le domaine médical, mais aussi le fait que les tueurs n'ont pas l'apparence d'un croque-mitaine. Ce sont souvent des civils ordinaires menant une vie normale. Dans ce cas précis, Dunch était un homme censé sauver des vies. Mais il a abusé de la confiance et du pouvoir qu'on lui avait accordé pour se prendre pour Dieu, laissant derrière lui des dégâts qui étaient au mieux irréversibles et au pire fatals.